à tous. Salut. Bienvenue sur la chaîne Lord of the Gin. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de Gin Story, dans lequel nous allons parler de la fabrication du gin. Donc on va commencer par la définition du gin rapidement, on va ensuite voir toutes les différentes étapes dans sa conception et à quel point ça va influencer le gin jusqu'à arriver aux différents types de gin que l'on connaît aujourd'hui. On va aussi passer rapidement à la fin sur les dérivés. Vous allez voir que tout ne s'appelle pas du gin, mais il y en a beaucoup qui y ressemblent. Il y a trois caractéristiques qui font qu'un gin s'appelle gin. D'abord, il doit être fait à base d'un alcool agricole, neutre, c'est-à-dire sans goût, que ce soit de la patate, du grain, de la betterave par exemple. Le plus important, c'est vraiment qu'on ne sente pas et qu'on ne puisse pas distinguer l'alcool qui a été utilisé à la base. Ensuite, il faut qu'en bouteille, on ait un titrage qui soit à au moins 37,5 degrés d'alcool. Et pour finir, il faut que le goût prédominant soit celui de la baie de genièvre. On peut évidemment ajouter toutes sortes d'aromates, d'épices, un peu tout ce qu'on veut pour aromatiser le gin, mais ça ne doit pas prendre le pas sur cette genièvre. Passons maintenant à la fabrication du gin. Il va suivre trois principales étapes. La première consiste évidemment à fabriquer l'alcool neutre de base, qui va commencer donc par une première distillation. Ça va être ensuite suivi de la deuxième distillation, aussi appelée aromatisation, et c'est vraiment dans ce moment que le gin va prendre tout son goût que l'on retrouvera à la fin. Il va ensuite passer par une étape importante de réduction par dilution, que l'on verra en détail un peu plus tard. Et enfin, c'est une étape optionnelle, mais on va donc filtrer le tout pour obtenir un mélange plus ou moins limpide, plus ou moins clair, avec plus ou moins d'arômes. Et ce sont tous les détails et les modifications que le producteur pourra apporter à chacune de ces étapes qui va vraiment lui permettre de façonner un gin unique. La première différenciation dans les gins se fera du coup au moment de l'aromatisation. Il y aura deux grandes catégories, les gins distillés d'un côté et les gins compound, composés de l'autre. Ce qui est connu de manière générale, c'est quand même que les gins distillés arrivent à une meilleure qualité, puisqu'on a des arômes qui peuvent être exprimés de manière beaucoup plus subtile que les gins composés. Il y a évidemment des exceptions, et de nos jours, avec toutes nos techniques, on arrive quand même à des gins de très bonne qualité qui peuvent aussi être composés. L'aromatisation d'un gin distillé peut elle aussi se faire de différentes manières. On peut par exemple mettre directement en contact de l'alcool les différents aromates et les baies de genièvre. C'est notamment le cas de Beefeater qui fait son gin de cette manière. Généralement, tous les aromates sont mis dans une poche en coton, donc soit directement au contact de l'alcool, comme tu viens de le dire, mais cette poche peut aussi être suspendue au-dessus de l'alcool, qui par effet de vapeur va s'imprégner de toutes les saveurs et aromates, et on est donc sur une méthode par infusion. C'est le cas par exemple de Bombay Sapphire qui l'utilise, et d'autres marques décident de combiner les deux, donc infusion et macération, comme c'est le cas par exemple pour Hendrix. L'idée c'est qu'à chacune de ces méthodes, on va obtenir des goûts différents. Et grâce à la technologie, on arrive à encore créer de nouvelles méthodes. C'est notamment le cas de Sacred Gin qui décide de faire des infusions à vide. L'idée c'est que du coup, en créant une atmosphère de vide, on va diminuer la température d'ébullition de l'alcool et donc ça va permettre de moins cuire les différents aromates au moment de cette aromatisation. Un gin du coup est distillé dans un alambic, c'est-à-dire une espèce de grande tour en cuivre dans laquelle on va le faire chauffer successivement pour garder des parties particulières. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans un gin distillé, on va vraiment garder le cœur de chauffe. C'est le milieu, en gros, là où il y a le plus bel équilibre d'arômes, le gin de meilleure qualité, et la tête et les queues de chauffe vont être recyclés pour être redistillés plus tard. On a ensuite le deuxième grand type de gin qui est le compound ou gin composé, qui va pouvoir être aromatisé de deux différentes manières. Soit après la première distillation, on va ajouter des arômes ou du concentré de gin, naturel ou artificiel, les deux se font. Ou alors on va décider de faire une macération à froid, c'est-à-dire pas de deuxième distillation, mais on va tout mettre dans la cuve en même temps et laisser reposer. C'est ce qu'on appellera les bathtub gins, qui existent dans plusieurs marques. Ce sont en fait des gins composés. On a ensuite l'étape très importante de la réduction par dilution. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir réduire le niveau d'alcool de notre gin en le diluant avec de l'eau. L'important, c'est vraiment que l'eau soit très pure pour apporter le moins de goût en plus. On arrivera donc avec des gins qui arrivent évidemment à pas moins de 37,5 degrés d'alcool, mais ça peut monter beaucoup plus haut, comme le Navy Strength qui doit avoir une teneur en alcool d'au moins 57,1 degrés d'alcool. Mais évidemment, on peut avoir des gins entre les deux, c'est-à-dire qu'on en retrouve à 37, 40, 42, j'en passe des meilleurs. C'est vraiment selon le souhait du producteur. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que plus il y a d'alcool, plus il y a de porteurs de goût. Mais attention, trop d'alcool peut aussi tuer le goût. On peut ensuite terminer son gin en le filtrant de différentes manières. Il y a soit le filtre physique classique, auquel on peut additionner un filtrage à froid, dans lequel toutes les petites particules vont être gardées en suspens du fait que le gin soit descendu à moins de 2 degrés, ou on peut aussi opter pour un filtrage actif, donc à base de charbon actif,
comme est par exemple le Aura Carbon Jean. Voilà, c'est un jean croate, je ne voulais pas écorcher son nom, que j'ai un peu de mal à retenir, donc vous m'excuserez pour celui-ci, mais il existe. On peut aussi décider de carrément pas du tout filtrer le jean, c'est-à-dire de garder toutes ces petites particules en suspens qui vont donner un peu plus de saveur, mais aussi un côté un peu trouble, comme un petit nuage à l'intérieur de vos verres qui peut être aussi très intéressant. C'est notamment le cas du Blurry Moon Jean. Une fois toutes ces étapes passées, on peut décider de vouloir continuer à travailler son jean, c'est-à-dire peut-être lui apporter des arômes différentes, ou voire essayer de le rendre un peu plus complexe. On peut par exemple le vieillir, finalement comme un whisky, un cognac, un vin, vous avez compris l'idée. Et c'est d'ailleurs le cas du Yellow Jean qui lui a la particularité d'être vieilli en fût de chêne ayant contenu du xérès, ce qui lui confère des jolis reflets jaunes. On peut aussi décider d'en faire un Old Tongue Gin, c'est-à-dire le sucré derrière, lui rajouter peut-être une autre macération, ce qui va lui apporter un joli reflet orangé et lui apporter un peu plus de complexité dans les saveurs. On peut aussi décider de la même manière qu'on le ferait avec un rhum, c'est-à-dire de faire un gin arrangé en le faisant macérer à froid, encore une fois, avec des fruits, avec d'autres aromates. L'important, c'est que le gin garde un degré d'alcool qui ne descende pas en dessous de 37,5 et que les baies du Nièvre restent le goût prépondérant. Après, entre nous, chez vous, amusez-vous avec ce qui vous plaît. Nous, on s'amuse en tout cas. Avec toutes ces méthodes de fabrication, les créateurs de gin peuvent eux aussi s'amuser. Ils peuvent décider de faire un London Dry Gin très simple et ensuite de le faire agir en fût. Ils peuvent aussi cocher toutes les cases du bingo et se lancer sur un petit Bastard Gin, Case Aged et Navy Strength, comme l'a par exemple fait Able Force. Donc là on a un gin compound, composé, Navy Strength, donc minimum 57,1 degrés, et ensuite qui a été vide. Autant vous dire que les mecs, ils y sont allés à fond. Ils sont bien amusés, ça c'est sûr. Ensuite on entre dans d'autres catégories de gin. Par exemple, vous pouvez avoir des gins d'appellation contrôlée, comme c'est le cas de Plymouth Gin. À la base, c'était plein de distilleries qui se retrouvaient avec Plymouth, en Angleterre, qui avait fait un gin très particulier. Aujourd'hui, c'est vrai que vu qu'il ne reste plus qu'une seule distillerie, c'est plus une marque qu'autre chose. Privatisé carrément là. Ensuite, on peut se retrouver par exemple avec encore une fois le gin de Marron au Baléares, qui a des textures particulières, des saveurs particulières et qui encore une fois est un gin d'appellation contrôlée. Après, vous avez l'entre-deux, on va dire, avec ce qui va être similaire à un gin sans pouvoir en avoir l'appellation. Pour diverses raisons, vous allez voir. On a par exemple le Slow Gin, qui lui est un gin infusé à la prunelle. Il y a même parfois de l'ajout de jus de prunelle après la distillation, qui doit être à minimum 25% d'alcool et qui donc ne peut pas s'appeler du gin. Surtout que la prunelle est clairement beaucoup plus présente que la genève. Après on a aussi la liqueur de gin, qui elle ne peut pas être appelée gin, tout simplement parce que son niveau d'alcool est inférieur, entre 20 et 30 degrés. C'est quand même un composé qui est fait à partir de gin, mais qu'on a décidé de faire un sirop de ça, tout simplement. Donc il est beaucoup plus épais et beaucoup plus sucré qu'un gin. C'est important. On peut ensuite retrouver des cousins du gin, qui ressemblent fortement mais qui n'en sont pas vraiment, qui n'en portent pas le nom en tout cas. C'est notamment le cas du Wacholder allemand, qui est fait dans la région du Lippe, de la Westphalie, du Rhineland ou encore de l'Emsland. Il y a aussi le Genièvre ou Genever, qui lui a la particularité d'avoir un cousin particulièrement proche puisque le gin en descend directement. On le fabrique toujours aujourd'hui en Belgique, dans le nord de la France, aux Pays-Bas et au nord-ouest de l'Allemagne. Il est fabriqué à partir de vin de malt et est vieilli en fût de chêne 1 à 3 ans. Et si vous voulez en apprendre plus sur cet alcool et même sur toute l'histoire du gin, je vous invite fortement à aller voir notre premier épisode de Gin Story, tout simplement sur l'histoire du gin, ses origines, j'en passe et des meilleurs. Le lien sera soit à l'écran, soit directement dans la description. On retrouve enfin le Becket belge fait en Wallonie, qui est une appellation d'origine contrôlée du Genever. Et c'est ce qui conclut notre voyage à travers la fabrication du gin, ses différentes étapes et tous les petits détours que l'on peut prendre. N'hésitez pas à aller regarder dans vos bouteilles s'il y a une méthode de fabrication qui se détache et votre bouteille préférée, mettez-la nous dans les commentaires. Nous, on ira sûrement jeter un coup d'œil, Surtout la déguster. la déguster aussi et qui sait peut-être la présenter dans une de nos prochaines vidéos. Pendant ce temps-là, nous on a dégusté un petit cocktail à base de Hendrix Lunar. On va vous laisser profiter de sa création juste tout de suite. Et avant de partir, n'hésitez pas à nous mettre un like si vous avez aimé la vidéo, ça nous aide beaucoup, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre Instagram pour du contenu exclusif.
On espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. En attendant, bonne dégustation. Salut! Salut!